Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Selim Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Stan Leloup de Marketing Mania. Bonjour Stan, Salut Céline, comment ça va? ça va très bien et toi? Ça va très très bien. Écoute, j'ai l'impression de rentrer dans ta chaîne. Tu vois, je rentre dans Marketing Mania, ça fait vraiment plaisir. Mais je dois quand même te dire un truc. Qu'est-ce que ça fait d'être un mytho? Dès la couverture de ton livre, tu mens aux gens. C'est pas bien de mentir dans le marketing. Tu dis 300 000 abonnés sur YouTube. C'est faux, d'accord? J'ai checké il y a 10 minutes, c'est 436 000 abonnés YouTube. C'est la plus grosse chaîne marketing francophone. Comment tu vis ça? Tu sais quoi, c'est pire que ça. Parce que au moment où j'ai validé cette couverture, on n'avait pas encore 300 000 abonnés. Je me Ouais, suis dit, la courbe a intérêt à continuer parce que du coup, je n'allais pas mettre, ça n'a pas de sens. Tu vas sortir un livre, tu vas le vendre pendant 10 ans, tu ne vas pas marquer 290. Tu vois, ça n'a pas de sens. Tu as besoin d'avoir le chiffre rond. Voilà, tant qu'à faire. Du coup, je me dis, bon, selon la courbe, mon calcul, on devrait passer les 300 000. Mais en fait, je pense qu'au moment où le livre est sorti, la chaîne devait avoir 305 000 abonnés. Tu vois, on venait juste de passer, mais c'était un peu ric-rac. Donc, écoute, moi, la chaîne, ça fait tellement longtemps que je la fais que tu vois, je me suis habitué. Et vraiment, parce que chaque vidéo que je sors, en fait, tu as une vidéo qui marche pas extrêmement bien, va faire genre 120, 140 000 vues. Tu vois. ouais, Si tu imaginais parler devant plus de 100 000 personnes, ça fait je te dis, beaucoup. ça n'a aucun sens. Tu vois, ça dépasse l'entendement du nombre de personnes qui sont là. Et finalement, pour moi, tu vois, ça a commencé vraiment à marcher sur YouTube en 2017. Et il n'y a rien tu vois, qui peut répliquer ce premier moment où vraiment tu as la courbe qui monte et où tu passes genre 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, pour moi, c'était colossal. Surtout à une époque où, moi, je me souviens quand Antoine BM, qui est un copain, avait à l'époque passé 10 000 abonnés, je me dis, waouh, 10 000 abonnés, mec, t'es Truc quasiment de une fou. célébrité, quoi. Ouais. Enfin, t'es quasiment Cyprien, c'est hallucinant. À une époque où, et moi, quand j'ai passé 10 000 abonnés, je me dis, waouh, c'est incroyable, 10 000 abonnés en parlant de marketing, c'est fou. Et à un point où, en fait, à cette époque-là, tu vois, nous, on disait 100 000 abonnés, c'était un peu ton big goal, tu vois, C'est ton le goal, ouais, objectif bien un sûr. peu. Ah, tu sais, c'est un peu comme tu dis, OK, je veux créer le prochain Google, tu vois, quasiment. C'était vraiment un objectif énorme. Et je pense que ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on ne se rendait pas compte, et quand je dis on, c'est tu vois, les gens que je connaissais, mettons en 2015, tu vois, on ne se rendait pas compte du nombre de personnes que tu pouvais intéresser en parlant de marketing. Et moi, c'est vraiment la grande chose que j'ai découvert sur ma chaîne, c'était qu'il existait un moyen de présenter ça d'une manière d'intéresser plein de gens qui précédemment n'auraient pas en fait suivi ce genre de contenu. Canon, canon, canon. Aujourd'hui, pour que vous compreniez l'interview, on va faire une interview 50-50. Moi, ce qui me chauffe, évidemment, c'est forcément le livre, mais j'ai tous mes abonnés qui m'ont posé des questions pour toi et eux, ils veulent parler de copywriting. Donc, allez, on est sur les mots magiques. On va commencer par le bouquin. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Quelque part, c'est aussi du copywriting. Votre empire dans un sac à dos. Putain, c'est pas ordinaire. Comment tu es arrivé à ce titre? Est-ce que tu as eu des titres de travail? Est-ce que c'était le titre d'origine? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le cheminement? Donc, j'ai eu différents titres de travail. Donc, moi, mon idée, c'était de dire, je veux avoir un titre qui est un peu mémorable, quoi. Donc, pour donner crédit à un concurrent dans le milieu de l'édition, euh, je suis très fan Du titre du titre du d'Olivier. livre d'Olivier Roland, ouais, J'anticipais, je qui me est, disais, ouais, ouais, ça ouais, ressemble. Ouais. euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Pourquoi est-ce que c'est bien? Parce qu'il prend un contre-pied. Le titre a potentiellement la faiblesse d'être assez long, mais il est parfaitement mémorable. Et il y a ce côté où il te prend un contre-pied et tu as envie d'en savoir plus. Et moi, j'avais envie d'avoir quelque chose où je te prenais un contre-pied sur quelque chose qui était inattendu. Parce que sinon, en fait, tu réfléchis à des livres. Mon livre, il parle de copywriting, mais il parle avant tout de monter un business, trouver une idée. Donc, c'est un livre qui va prendre une position assez fondamentale sur ces questions et du coup assez générale. Et tu te retrouves facilement sur des titres. Tu regardes la plupart des titres des livres dans ce milieu par des infopreneurs qui ont auto-publié leurs trucs. C'est l'enfer, tu vois. Le livre, c'est juste millionnaire ou genre devenir rentier. Tu vois, tu te vois assez vite dans des clichés. Je me dis, il faut que je trouve un truc qui soit différent. Mon premier titre que j'avais proposé, donc j'ai un forum et j'ai parlé de ça à ma communauté, ils avaient détesté. Et c'était, je te le donnerai pas exactement, mais c'est quelque chose du type, si tu apprends à vendre, tu n'auras jamais faim. Donc un truc du Ok. style, ok, tu peux vendre, tu pourras toujours t'en sortir, tu vas être un loup solitaire, etc. Je trouvais que l'idée était assez intéressante, il y avait quelque chose, mais les gens ne comprenaient pas. D'abord parce que les gens ne comprenaient pas
la métaphore de la faim. Mais évidemment, la faim, c'était pas tu vas crever de faim littéralement, Bien c'était plus sûr. tu vas toujours pouvoir vivre, etc. Mais les gens ne trouvaient pas, comprenaient pas. Donc, du coup, je cherchais quelque chose d'autre. Et à un moment donné, c'est intéressant en termes de pure copywriting. Donc, mon titre final va être Votre empire dans un sac à dos. La première fois que j'ai eu cette idée, j'avais proposé un empire dans votre sac à dos. Et OK. au départ, c'était ça que j'avais proposé. Et les gens trouvaient ça cool, trouvaient ça un peu différent. Et les gens ne savaient pas trop quoi en faire, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai un sous-titre euh, Bien sûr. qui est beaucoup plus direct en termes de bénéfices de proposition de valeur que ça. Mais les gens, voilà. Bah, l'idée intéressante, c'était quoi? C'était une des choses, moi, qui m'a fait connaître en parallèle de la chaîne YouTube, c'était un podcast qui s'appelle le podcast Nomad Digital. En fait, j'étais un des premiers à vraiment à voyager. Les gens savaient assez bien que j'habitais en Asie. J'habitais pendant une longue période au Vietnam. Ensuite, j'ai habité en Thaïlande. Aujourd'hui, j'habite au nord de la Thaïlande. C'était un élément qui était intéressant en termes de branding. Parce que si tu veux vendre, si tu veux aux gens le lifestyle du business en ligne, tu as en gros différentes options. Mais beaucoup de gens vont prendre l'option regarde-moi sur la couverture de mon livre, je fume un cigare ou je suis dans une piscine, dans une villa, etc. Et moi, j'ai toujours voulu pouvoir vendre cette idée sans rentrer dans des signes ostentatoires en fait, de richesse. C'est juste une préférence personnelle. Et donc, une manière pour moi de vendre cette liberté, c'était tu peux avoir un sac à dos, avoir ton ordinateur et travailler depuis n'importe où. Donc, c'était une idée que je trouvais intéressante. Et le côté de l'empire, bah, c'était évidemment, je cherche à créer un effet visuel et un contraste visuel entre un truc qui est gros, un empire, qui doit rentrer dans quelque chose de petit. Et donc, une objection, par exemple, que je peux avoir là-dessus, c'est ouais, mais moi, j'ai pas envie de créer un empire. Mais si, mais c'est un empire, mais qui ne te retire pas ta liberté parce qu'il tient dans un sac à dos. Donc, c'est l'idée qu'on voulait avoir là-dessus. Et ensuite, la dernière petite touche finale, finalement, ça avait été d'inverser. Parce que si tu dis un empire dans votre sac à dos, ce qui est personnalisé, c'est le sac à dos. Mais finalement, ce que je veux personnaliser, c'est plus l'empire. Je veux que ce soit ton empire, c'est à toi, tu peux en faire ce que tu veux, c'est ton petit jardin que tu peux cultiver. Tu commences avec une petite, tu vois, j'y pense, moi, je pense que le mot empire, il vient aussi d'une époque où on jouait à Age of Empire. Tu commences avec un paysan qui va couper du bois, et C'est puis après, ça. tu construis un autre truc, tu construis un château, tu grossis. Et moi, je trouvais que c'était une idée qui était assez attractive. Et finalement, le côté visuel le rend mémorable, et c'est un élément que je cherchais, et évidemment, sort. Donc, toujours, hein, quand tu fais le travail que je fais, c'est-à-dire vendre des formations sur le web marketing, tu es toujours assez conscient du fait que quand les gens vont te découvrir pour la première fois, ils vont immédiatement te stéréotyper en mode vendeur de rêve, arnaqueur, quand est-ce qu'il me sort la Lamborghini? Donc, tu as un côté en disant, il faut que j'attaque sur quelque chose qui soit différent et qui leur parle de quelque chose d'autre. Et en parlant de votre empire dans le sac à dos, je peux te raconter mes histoires de la liberté, c'est le sac à dos, l'ambition, c'est l'empire, construire un truc. Et finalement, pour moi, in fine, l'objectif que ce que je te propose, quoi, l'objectif que je te présente, c'est la liberté. Et donc, la liberté, c'est quoi? C'est être chef de ton petit empire. Peut-être qu'il y a personne d'autre dans ton empire, il n'y a que toi, mais au moins, tu as ton propre petit empire et tu en fais ce que tu veux. Donc, c'est ça la genèse, si tu veux, du titre, qui du coup, voilà, fait au moins son job en termes de différenciation, en termes de mémorable. Et puis après, j'ai un sous-titre. Alors, Bien sûr, le sous-titre, il est vraiment très carré. euh, Décoder la je... psychologie ouais, humaine vas-y. pour trouver un business, pour trouver une idée de business, vendre sur Internet, gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc, on est en 3 parties. Donc, premier truc, en gros, tu as sous-headline, décoder la psychologie humaine. Balèze, Donc les ça, gens, ils ont c'est envie, mon décoder, point. c'est Ouais. fort. Et puis ça, c'est mon point de différenciation majeur. Si tu regardes ma chaîne YouTube, en fait, c'est des éléments de psychologie. Donc ça, c'est mon point de différenciation. Et puis après, tu as les 3 bénéfices qui sont en Bien fait sûr, les différentes objections que les gens peuvent avoir. J'ai pas j'ai d'idée, pas comment est-ce que je d'idée. fais pour vendre, etc. Tu vois. Donc là, on va être sur beaucoup plus la promesse qui était directe. Voilà. La raison pour laquelle je me suis retourné au moment, c'est parce que Il dans fallait que mon tu le décor cherches. YouTube, Ah, il y a un poster et comme je ne l'ai plus sous les yeux, normalement, à l'époque où j'ai fait mes interviews pour la sortie du livre en 2020, c'est je pouvais ça. te le réciter parfaitement, etc. Tu vois, j'étais rodé. Là, je suis un peu moins rodé sur le titre du livre. Donc, c'est ça, c'est l'histoire du titre. Canon, très 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 bon. Combien de temps tu as mis pour combien de temps t'as mis pour l'écrire? Pardon, avant de terminer, j'ai oublié de te demander, toujours sur la couve, le design. Parce que sur le design, on retrouve un peu tous les éléments, hein. Tu étais sur première promesse, trouver une idée de business. On a la petite pim, on a la petite ampoule ici, comme ça, voilà, on trouve une idée. Vendre sur Internet, on a le sac qui est barré de 2 traits jaunes, ça fait 1 €. Le S qui fait le dollar barré de 2 trucs jaunes, donc vendre sur Internet, c'est bon. Et
Moi, le seul truc que je vais dire, j'ai pas compris complètement, on va se dire, c'est la flèche de Empire avec le petit point jaune au-dessus. Ça symbolise Ouais. quoi? Qu'est-ce que ce serait? Parce que le soleil, ok, c'est l'Empire. Donc Le ça, c'est un petit clin d'œil à mon logo. Donc le logo original de Marketing Mania, c'était un truc super générique que j'avais fait tout seul sur Photoshop avec, en gros, des petites barres comme un graphique et avec une flèche dessus qui monte. Donc c'est un graphique qui monte vers l'homme avec des barres. Ultra générique. À un moment donné, j'ai changé le logo. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, le logo, c'est mon visage, mais de manière stylisée avec juste mes lunettes et tout, C'est ça. et le micro qui est présent dans le logo. Et j'ai gardé la flèche, en fait, qui se trouve derrière moi, juste pour faire un clin d'œil, il y a une continuité. Et donc, la raison pour laquelle le designer ici a utilisé la flèche, c'était par clin d'œil par rapport à mon logo. Il me semble que dans la première version de cette couverture, le I n'était pas une flèche qui va vers le haut, c'était un immeuble et c'était l'Empire State Building. Et j'aurais fait, mais en fait, si tu veux, c'est un peu un contresens. Ici, mon empire, c'est pas l'Empire State Building. Je comprends que tu as compris le mot empire, mais c'est pas exactement la bonne image, puisqu'au contraire, ça envoie une image de corporate beaucoup plus officielle, etc., qui clash un petit peu avec le thème de mon livre. Donc on l'a changé. La couverture, je dois avouer que j'ai quelques regrets à ce niveau-là. Parce que Ouais, quand tu l'as en papier, comme tu m'as montré le bien sûr. papier, je trouve qu'elle passe bien et elle est pareil, elle sort un petit peu du lot et elle a un côté punchy. Sur Amazon, par exemple, il y a trop de texte. Elle est trop chargée pour Ok. passer vraiment sur Amazon et elle est peu lisible en fait sur des formats qui sont des formats numériques. Et donc, j'en suis assez content sur la version papier pour vraiment pouvoir sortir un petit peu du lot dans un rayon business. Tu vois, Bien sûr. des rayons business à la Fnac, cette couverture, elle pop, même si elle a un look un peu bizarre, comme le titre, tu vois, elle va te permettre de ramasser le livre, en fait, de le retourner, de voir ce qu'il y a derrière. Voilà. Sur Amazon, sur les petites miniatures, etc., elle passe moins bien. Et c'est un truc auquel j'aurais peut-être fait différemment avec un truc un peu plus minimaliste, tu vois, Ouais. en ayant du recul là-dessus. Voilà, après, je pense que globalement, le job a bien été fait, en tout cas le cahier des charges, parce que l'autre version, si tu veux, de la couverture, c'était juste de faire une couverture rouge avec le titre du livre, parce que et ma tête, en gros, Bien parce que sur sûr. ma chaîne, c'est mon format de miniature. Tu vois, donc, il y avait une facilité de faire en gros une miniature YouTube, mais en format librairie. Il y avait deux raisons pour lesquelles j'avais décidé de ne pas le faire. La première, c'était que le but de la couverture, en librairie, c'est de parler à des gens qui ne me connaissent pas. Donc, Bien sûr. émuler aveuglement le format YouTube, si les gens me connaissent déjà sur YouTube, de toute manière, le livre, ils vont en entendre parler, ils vont l'acheter. Enfin, je suis suffisamment compétent pour promouvoir mon livre à mes propres abonnés. Ils vont le trouver, tu vois. Ça, c'était le premier point. Ça avait peu de sens. C'était pas l'audience cible en fait du livre Ouais, bien en sûr. librairie, c'était de trouver des gens qui ne me connaissent pas. La deuxième raison, c'est même pour cette raison, tu vois toujours, je suis assez conscient du cliché du vendeur de formation web marketing. Et en fait, la couverture cliché, c'était là avec les bras croisés, avec le titre de ton livre. Et finalement, il n'y a pas, tu vois, c'est la couverture un petit peu classique, un peu à la Tony Robbins et autres, qui fait un peu culte de la personnalité, etc. Et en soi, je pensais que ça allait sembler assez générique en fait par rapport à ce qu'il y avait. Et donc, voilà, c'est pareil, tu vois, l'histoire de la couverture, c'était vraiment de se dire finalement qu'est-ce que c'est? C'est de capter l'attention euh, des gens dans un environnement concurrentiel qui est par exemple une librairie, en ayant quelque chose qui va sortir du lot et qui va faire une promesse, enfin, qui va visuellement te dire, OK, ça c'est un truc un petit peu différent. Pour permettre aux gens de s'y plonger un petit peu plus. Et le même travail est fait sur la quatrième de couverture, etc. Ouais, C'est bien vraiment de te sûr. dire, OK, il faut que tu puisses, avoir la promesse, mais sans être blasé de dire, ah, OK, ouais, j'ai entendu déjà ça 1000 fois. Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas juste te dire, euh, devenez indépendant financièrement et voyagez depuis n'importe où, parce que oui, certes, c'est une promesse que les gens veulent fondamentalement, mais elle va sembler tellement générique et tellement répétée que tu te dis, je vais rien apprendre en fait. C'est ça, trop, trop de redites. Je reviens sur ce que tu viens de dire à l'instant. Là, tu viens de parler de culte de la personnalité. Et j'avais préparé une question comme ça. Pourquoi tu n'es pas un gourou alors que tu sais très bien comment ça fonctionne, tu sais très bien décrypter ces mécanismes? Là, je te pose cette question parce que page 77, on lit, hein, plus une opinion est extrême et intransigeante, plus le signal est efficace. L'ouverture d'esprit est un acte de trahison. Je trouve que tu es très équilibré dans tes propos et j'ai l'impression que tu n'as pas d'ennemis. Après, je me trompe, peut-être que
tu tires sur des communautés, sur des gens, j'ai l'impression que tu restes très modéré. Est-ce que de temps à autre, tu n'as pas envie de te mettre en mode gourou pour tout casser, vendre plus? Est-ce que tu as déjà eu cette réflexion par rapport au positionnement contre quelque chose, nous contre Ouais. eux, etc. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que, en fait, j'ai beaucoup d'ennemis et de gens qui me détestent. Ok, Euh, normal, tu as du succès, donc juste pas, ça, juste pas, logique. voilà, c'est ça. Pas dans les milieux auxquels toi, tu peux être exposé. Mais il y avait un certain YouTuber qui a arrêté sa chaîne, mais qui assez publiquement pensait que j'étais absolument l'antéchrist. Et finalement, si tu veux, une des positions subversives en fait sur ma chaîne, c'est de te dire euh, le marketing, c'est intéressant. Et si les gens réussissent, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, ça, fondamentalement, c'est une position qui attire beaucoup, beaucoup de critiques et je le vois dans les commentaires et c'est un peu la guerre du feu. Donc, je te donne des exemples concrets. J'ai fait une vidéo sur les Kardashians. Où cette vidéo sur les Kardashians, c'est pas comme. Tu vois, une vidéo en plus de 40 minutes sur les Kardashians. Donc, une vidéo où je me suis dit, OK, on va vraiment bosser sur le sujet. Et c'est une vidéo où contrairement à 99% des vidéos qui sont faites sur ces personnes, je ne cherche pas à dire regardez comme ils sont débiles, les gens qui suivent les Kardashians. C'est-à-dire, ces gens ont un succès exceptionnel, même si tu pars du principe que, OK, ils ont fait de la télé-réalité, etc. La plupart des gens qui ont fait de la télé-réalité ne sont pas devenus milliardaires. Dans la famille Kardashian, il y a deux des sœurs qui sont milliardaires. Kim est milliardaire et Chloé est milliardaire, je ne sais plus. Kylie est milliardaire, ou une des deux. En tout cas, il y a une autre milliardaire. Kim est Ouais, milliardaire Kylie, la petite et dernière. Kylie, Mais voilà. les Et chiffres, Kylie est selon milliardaire. Forbes, sont peut-être truqués, tout ça. Mais Ouais, ils mais sont là, pas loin. Ils sont pas loin. OK, si elle est pas loin à 20 ans, tu vois, c'est voilà, ça. moi, j'ai arrondi le truc. Tu vois. Les gens me disent, ouais, OK, leur père était riche. Ouais, leur père, il était avocat. Il Voilà. était riche, mais il n'était pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un vrai succès. Et je me dis, est-ce qu'on peut prendre au sérieux cette chose, analyser et en tirer des leçons? Est-ce qu'on peut avoir l'humilité de dire, ce n'est pas parce que personnellement, je n'achète pas ce produit que je ne peux pas en apprendre des choses, tu vois. Et ça, c'est une position fondamentalement qui est assez subversive. Et ça a été depuis le début de Marketing Mania. Tu peux voir dans mes autres posters ici, il y a un poster du Loup de Wall Street. Bien Pourquoi sûr. est-ce que Loup de Wall Street est sur mon mur? C'est parce que certaines des vidéos qui ont fait exploser Marketing Mania et qui m'ont mis là où je suis Bien aujourd'hui, sûr, c'est c'est des le vidéos sur le Loup vendez-moi de ce Wall Street. stylo. Bien sûr. Le vendez-moi ce Le stylo, Vendez-moi ce il est à stylo, j'ai 5 une autre millions. vidéo sur le Loup de Wall Street. C'est ça. Non, Vendez-moi ce stylo, c'est à 2,6 millions OK. de vues. Et j'en ai une autre qui doit être à 1,6 sur le Loup de Wall Street. Ah, c'est énorme. Euh, j'ai une vidéo sur Better Call Saul qui s'appelle Pourquoi les arnaques marchent, etc. Et j'avais cette idée de dire, plutôt que de faire une vidéo pour dire ah, c'est pas bien, ils arnaquent des gens. Dire ok, mais il suffit pas de dire je veux arnaquer des gens et automatiquement ça marche en fait. Pour arnaquer des gens, il faut encore bien le faire. Et la question c'était comment ça fonctionne. Notamment sur le Loup de Wall Street, ce que les gens ne comprennent pas, c'était en fait son modèle, c'était de prendre des mecs qui sortaient un peu de nulle part, de les former à la vente au téléphone. Bien sûr. Et non seulement il est formé à la vente au téléphone, donc c'est comme ça qu'il gagnait de l'argent en fait, parce qu'il avait monté une équipe de vendeurs exceptionnelle. Son innovation, c'était de vendre non pas comme le faisaient tous ses concurrents qui vendaient des penny stocks à des petits plombiers du fin fond de l'Amérique, etc., mais de vendre à des riches en fait. Il dit on va aller taper les riches, on va leur faire croire qu'on a tous fait Harvard et qu'on est tous super intelligents et qu'on a une option incroyable. Et c'est comme ça en fait. Il vendait à des personnes sophistiquées avec une équipe de vente. Donc, est-ce que son business n'était pas éthique? Oui, parce que il faisait des magouilles en arrière-plan, il avait des actions planquées qu'il n'était pas censé avoir, il vendait des trucs qui étaient pas bons sans dire. Enfin, bref, c'était du pump and dump, c'était pas clean. Mais fondamentalement, il y a une compétence qui est au cœur du truc qui est intéressante. Et la question, c'est comment est-ce que ça fonctionne et est-ce qu'on peut en apprendre quelque chose en fait? Et ça a toujours été fondamentalement sur mon projet, une position de non-jugement par rapport à ce dont je parle, qui est en soi assez subversive, notamment sur YouTube, où en fait, une bonne manière de faire des vues, c'est de prendre un truc qui est populaire et de Et de cracher taper dessus. dessus, bien sûr, On évidemment. peut faire beaucoup de vues en tapant sur Thibaut InShape, en tapant sur Squeezie, etc. Ou sur n'importe quelle personne qui est connue. Donc, il y a ce côté-là. Il y a un deuxième aspect sur pourquoi j'étais à fond dans. Enfin, pourquoi j'ai jamais été, tu vois, à fond, tu vois, gourou, je suis le Mhm. meilleur, regardez ma vie de rêve, etc. C'est quoi? J'ai toujours eu cette idée que j'allais avoir une longue carrière où j'allais faire plein de choses différentes et que pour avoir cette longue carrière où j'allais faire des choses différentes, il fallait que je puisse être respecté des bonnes personnes, en fait. Et que donc, si je fais des choses qui, certes, vont parler à une fraction de la population, mais vont aliéner les autres entrepreneurs qui sont avancés, etc.,
en un sens, tu vois, je prends aujourd'hui 1 million supplémentaire pour perdre dans le futur l'opportunité de faire 10 ou 100 millions de plus. Tu vois. Et ça, je le vois parce qu'aujourd'hui, sur Marketing Mania, moi, j'ai régulièrement des gens qui me contactent, qui sont des entrepreneurs, qui sont beaucoup plus gros que moi, en fait. Il y a plein de gens qui suivent Marketing Mania, qui font 10 fois ou 100 fois mon chiffre d'affaires et qui ils trouvent plein de valeur. Est-ce qu'ils trouvent la même valeur chez un mec qui a des grosses ficelles pour appâter le chaland avec une Lamborghini? Tu vois, potentiellement, eux, ils peuvent être blasés par ça et ça ne leur parle pas. Et donc, j'ai toujours eu cette idée de me dire, sur le long terme, il faut que je puisse construire, tu vois, une espèce de réputation et que ça ne vaut pas le coup, en fait, de prendre ces raccourcis. Alors, ça ne veut pas dire, tu vois, que quand j'ai des convictions, je ne suis pas prêt à aller sur des sujets controversés. Donc, j'ai des vidéos, parmi mes plus grosses vidéos, il y a des vidéos controversées. Donc, un exemple assez connu de ça, c'était, il y avait une youtubeuse qui s'appelait, bon, elle existe toujours, qui s'appelle Aude What the Fake, qui était une journaliste dont la spécialité, c'était de lutter contre la désinformation, qui avait décidé qu'elle allait trouver l'identité cachée de la chaîne Lama Fâché, qui fait des vidéos de contenu de faible qualité et qui gagne beaucoup d'argent. Le problème du Lama Fâché, c'est qu'il gagne beaucoup d'argent en faisant des vidéos de faible qualité. Et supposément de la désinformation, mais bon, là, aujourd'hui, la désinformation, c'est genre 5 raisons pour lesquelles les aliens existent. C'est ce niveau de désinformation dont personne n'a rien à faire. Tu vois, c'est pas genre. Et voilà, bon, ils ne sont pas en train de soutenir non plus Donald Trump. Bref, elle décide qu'elle va trouver l'identité et elle décide que la personne qui est derrière la chaîne du Lama Fâché, c'est Antoine BM, donc, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un ami. Donc, c'est évident à mes yeux qu'Antoine BM n'est pas le Lama Fâché pour une multitude de raisons. La moindre n'étant pas qu'il travaille absolument tout seul dans son coin en mode lifestyle. Je ne vois pas comment le mec en secret a une organisation de 5 auteurs qui crachent des scripts à longueur de journée. Donc là, moi, sa vidéo à Aude What the Fake cartonne et se met à faire des centaines de milliers de vues, etc. Et moi, je fais OK, c'est parti, on déterre la hache de guerre et on y va. Et en gros, c'est fou à dire, mais c'est la réalité, j'ai détruit sa chaîne. Donc, j'ai fait une vidéo pour expliquer point par point toutes les erreurs de Aude What the Fake qui s'appelle un de mes plus grands titres de tous les temps. La justicière de YouTube accuse un innocent et où je détruis sa vidéo. Et si tu veux, sa chaîne, et ça s'est passé, ça c'était en 2019. Depuis 3 ans, la chaîne de Aude What the Fake perd des abonnés tous les mois. Sa chaîne ne s'en est jamais revenue. Et donc, il y a quelques moments, si tu veux, où je me suis dit, ici, il faut prendre position. J'ai une position extrême à prendre qui va me faire gagner en réputation auprès de mon audience cible plutôt que m'en faire perdre. Ouais. Tu vois. Et donc, par exemple, sur les Kardashians, c'est aussi un élément où je peux m'avancer. Et il y a quelques cas dans ces situations, je me dis, OK, là, il y a un truc où je peux prendre à contre-pied. Il y avait d'autres ingrédients à ce niveau-là. Par exemple, il y avait un moment où plusieurs énormes YouTubeurs avaient attaqué un vendeur de formation qui s'appelait Emmanuel Friedenrich. Et en disant, voilà, c'est une arnaque qui vend du rêve, etc. Et ce qu'il faisait, c'était effectivement maladroit. Et moi, ce que j'ai fait, c'est je me dire, OK, on va également dire qu'Emmanuel Friedenrich, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais en fait, la raison pour laquelle c'est pas bien, c'est pas le simple fait qu'il vende des formations, mais c'est qu'il le fait mal. Et en fait, il ne comprend pas les techniques copywriting qu'il utilise. Et donc, il l'utilise de manière extrêmement grossière. Et c'est ça qui fait qu'il se sent obligé de surpromettre. Mon hypothèse étant que si tu ne sais pas vendre, tu retombes sur les promesses improbables et parce qu'en fait, tu ne sais pas comment raconter ton histoire d'une manière qui soit cohérente. Et donc là, tu vois, je tape sur un mec qui, de toute manière, tellement de gens lui avaient tapé dessus. Ouais, il était déjà au sol. Voilà. C'est peut-être pas l'heure la plus glorieuse, mais au moins, je sais que c'est pas moi qui vais. Tu vois, j'aurais jamais été prendre ce mec parmi tous les mecs que tu voulais prendre et dire, OK, ce mec-là, on va le détruire parce que il y en a plein des mecs comme ça et moi, ils m'ont rien fait. Je dis, OK, le sujet est dans l'actualité, mais je vais positionner ma vidéo. Et encore une fois, le titre, c'est Affaire Emmanuel Friedenrich, 2 points. L'erreur de Seb Lafrite. Seb Lafrite étant le plus gros youtubeur qui s'était impliqué dans cette affaire. Et donc, du coup, je me positionne contre ces gros youtubeurs en disant, mais non, en gros, Seb Lafrite, il dit que se former, c'est pas bien, que apprendre, c'est pas bien, etc. Mais en fait, non, c'est possible de se former et de le faire bien, etc. Et là, pareil, tu vois, je me dis, je prends position, et en fait, une position assez contre la doxa sur le sujet, puisque la doxa, évidemment, c'est une vague de haters qui font l'amalgame total de Friedenrich égale tous les autres formateurs égale c'est pas bien. Donc, je me positionne quand même en opposition directe par rapport à ça, mais tout en essentiellement transformant ça en moment d'éducation sur ma compétence du copywriting. Et bien sûr, tu vois, donc c'est des éléments où parfois je vois
ces opportunités de jouer sur cette controverse et de jouer sur les gens ne vont pas être contents, tout en faisant monter, tu vois, ma réputation, plutôt qu'en la faisant descendre. Et donc je continue à penser que, notamment sur YouTube, mais globalement en marketing, que c'est bien d'avoir ces positions qui sont controversées, tu vois, et même de te mettre pas mal de gens à dos, tant que tu te mets les bonnes personnes à dos, en fait. Ouais, Et je bien pense que sûr. si tu fais vraiment du gros vendeur de rêve, bien gras, du gros gourou, bah, les entrepreneurs qui tournent bien, ils voient ça et se disent, bon, bah, ok, c'est pour les gogos, moi, je ne veux pas toucher du tout, tu vois, cette affaire-là. Et donc, du coup, bah, est-ce que tu ne te fermes pas des portes qui sont intéressantes sur le futur? Alors que si les gens que je me mets à dos, c'est les gens qui pensent que le marketing, c'est mal, que tous les gens qui gagnent de l'argent sont des pourris et que, voilà, toutes les personnes qui achètent un produit que moi-même, je n'aurais pas acheté sont des débiles qui se font arnaquer, tu vois, genre l'effet Kardashian. Tu vois, tu peux ne pas aimer les Kardashians tout en pensant qu'ils ont compris un truc intéressant et que probablement ils apportent du divertissement pour des gens, alors que toi, tu regardes peut-être Star Wars ou Game of Thrones, tu vois, il n'y a pas de raison de penser que l'un est meilleur que l'autre. Et donc, si je me mets à dos ces gens qui pensent tout avoir compris et que, et que tous les gens qui réussissent mieux qu'eux sont des méchants, ça, c'est pas grave, tu vois, c'est des gens et c'est une grande partie de la population que je peux me mettre à dos sans en avoir de conséquences trop négatives en dehors de c'est la guerre du feu dans les commentaires. Mais de toute Ouais, manière, c'est les commentaires YouTube, c'est la guerre du feu de toute manière. en Et finalement, permanence. mieux une vidéo marche, plus c'est la guerre du feu. Si les commentaires sont trop gentils, je sais que la vidéo va se planter parce que ça veut dire que ça ne touche pas des gens au-delà des gens qui me connaissent déjà. Et Ok. quoi que je fasse à un certain point. Voilà, donc je pense que l'idée reste, mais je suis assez. Voilà, j'essaie de faire preuve de discernement sur, sur les points sur lesquels je m'engage, tu vois. On a fait un petit détour. On a fait un petit détour à cause de cette idée de gourou. Je reviens sur le bouquin. Combien de temps tu as mis pour l'écrire? Combien de temps pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'écriture? Ça prend Ouais. combien de temps à écrire un tel livre? Donc la réponse, c'est beaucoup plus de temps que prévu. Toujours. Euh, avant d'écrire le livre, si tu veux, moi j'écrivais bon, bah, mes emails, mes pages de vente, euh, mes vidéos, etc. Donc j'avais un sens de combien de temps un certain texte me prend. Donc mon calcul, grosso modo, que j'utilise, c'est j'écris environ 750 mots par heure sur une vidéo. Donc je ne suis pas extrêmement, extrêmement rapide, mais ça me permet d'avancer à un bon rythme et de sortir une solide vidéo en une semaine. Mettons que j'écrive 3 heures dans la matinée et en gros, on va écrire 2000, 2200 mots, tu ne peux pas maintenir. Donc, moi, je fais ça et je me dis, euh, calcul, mon livre va faire 60 000 mots, combien de temps ça va me prendre à écrire? Il s'est avéré que ce calcul est totalement, totalement faux, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une règle de scaling qui est que écrire un truc 10 fois plus long, ça ne prend pas 10 fois plus longtemps, ça prend peut-être 20 ou 30 ou 50 fois plus longtemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te retrouves dans plein de problèmes de structure. Donc, tu es là et tu fais le chapitre 1, mais en fait, il fallait parler de ça, mais en fait, non, tu en parles encore dans le chapitre 2, il faut revenir. Ou alors là, tu avais le chapitre 3, mais en fait, le chapitre 3, il est trop long par rapport au chapitre 2. Donc, en fait, il faut le séparer maintenant en deux. Mais maintenant, les deux, ils sont trop courts. Tu vois, il y a plein, plein, plein de problèmes de structure. Et c'est compliqué, en fait. Quand j'écris une page de vente, je peux visualiser, en fait, dans ma tête, l'ensemble de la structure que la page va suivre. Parce que c'est devenu, tu vois, ça devient intuitif au bout d'un moment. C'est ça. Ou pareil, quand tu écris un email, moi, quand j'écris un email à ma liste, j'ai même pas besoin de faire un plan, en fait. Parce que le plan, bah, ok, tac, 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 c'est bon, tu vois, il est dans ma tête. Quand j'écris une vidéo, il faut quand même que j'écrive un plan, mais j'arrive encore à visualiser l'ensemble de la vidéo et des éléments qui vont se dérouler. En fait, sur le livre, à un certain point, tu n'arrives plus à maintenir tout dans ta mémoire vive, en fait. Et donc, du coup, tu te retrouves à revenir en arrière, à avoir des problématiques de structure, etc. Donc, la réponse à la question, c'est que j'ai dû passer en gros 9 mois de travail semi-temps plein, donc enfin, travailler créativement uniquement sur le livre pendant essentiellement 9 mois, sachant qu'en parallèle, bah, j'avais quand même mon équipe, etc., que je gérais, mais à l'époque, j'avais un peu moins de monde. Et donc, 9 mois, c'est le temps que ça a pris, voilà, ce qui est beaucoup plus que ce que j'avais estimé au départ. Mais finalement, tu vois, chaque jour où je travaillais dessus, j'avançais, je progressais, mais je progressais peut-être de 1000, 1500 mots, 1200, etc. Donc finalement, ça prenait quand même beaucoup plus longtemps. Et puis une fois que tu as terminé tout ça, tu te rends compte que ton manuscrit, il est loin d'être, de tenir 100% debout, tu vois. Et donc il faut le relire une fois et deux fois et trois fois. Là où une vidéo, je peux la relire une seule fois et peut-être une deuxième pour vraiment faire les derniers petits ajustements. Je revenais constamment et je faisais constamment une nouvelle version. Ils me disent, bon, non, mais là, c'est très bien ce que vous nous avez envoyé. Non, attendez, je pense que je peux encore l'améliorer. Et après, tu as ce syndrome un peu de perfectionnisme. En fait, il y avait ce côté où, bon, bah, tu écris une vidéo, c'est une vidéo, tu vois, elle est là.
écris une page de vente, tu peux toujours la modifier plus tard si tu as d'autres idées. Le livre, il y a un peu un côté, ça va être un élément monolithique qui va te représenter pendant des années et que les gens vont continuer à acheter. Moi, mon livre, si tu le lis aujourd'hui, tu vas remarquer que tout ce qui est dedans est encore valide parce que je fais très attention dans le livre à ne pas faire l'erreur, à mon sens, qu'a fait Tim Ferriss dans la semaine de 4 heures. C'est-à-dire qu'il te citait plein de choses spécifiques, c'était bien, c'est spécifique, mais en fait, qui se sont périmés assez vite. Donc, il te parlait d'engager des assistants en Inde avec un tel service. Il a fermé 2 ans plus tard. Il dit, OK, tu veux gagner de l'argent. Ce que tu vas faire, c'est vendre des t-shirts en dropshipping sur AdWords. Aujourd'hui, tu essayes de faire ça sur AdWords en dropshipping. Tu es mort, mais en environ 3 minutes. Tu vois, c'est impossible en termes de budget de faire fonctionner ça. Et je pense que ton compte, en plus, est banni. Donc, il y avait plein d'éléments spécifiques qu'il donnait qui sont plus valides, alors que ces concepts fondamentaux étaient bons. Et moi, ce que j'ai dit, c'est comme mon idée, c'est de la psychologie humaine. L'avantage de la psychologie humaine, c'est que ça ne change pas et que ça peut s'appliquer dans différents domaines et sur le temps dans ta carrière. Et donc, je voulais que le livre, il puisse, il puisse avoir cette durabilité. Et donc, je l'ai écrit spécifiquement voilà, avec ce risque en tête. En fait. Et ce qui fait que du coup, je me suis dit, bon, si c'est un livre que je vais vendre pendant 10 ans, j'ai intérêt vraiment à le bosser, à en être fier. Tu vois. Par exemple, une analogie que j'ai par rapport à ça, c'est Ramit Sethi. Tu vois. Ramit Sethi, c'est un entrepreneur américain qui écrit un livre et il n'a jamais écrit d'autres. Enfin, il n'a pas vraiment écrit d'autres livres. C'est juste I Will Teach You to Be Rich, c'est son livre et il en parle et il a sorti une nouvelle version récemment pour les 10 ans, tu vois. Mais en gros, il a un livre et c'est sa carte de visite. Et puis évidemment, à un certain point, au lieu d'écrire un deuxième livre qui va te prendre 9 mois de plus, ou peut-être plus que c'est le deuxième et tu as encore plus d'attente, donc que tu vas y passer 12, ça a peu de sens en fait. Et du coup, il vaut mieux faire des formations. Tu vois, ça a peu de sens de faire X livres. Donc, ce que je voulais faire, c'était de faire un livre qui puisse être la porte d'entrée pour tout le monde qui me découvre dans mon écosystème et qui puisse durer pendant très longtemps. Et donc, du coup, j'y ai passé encore plus de temps par ce côté perfectionniste, tu vois, que tout le monde qui nous écoute peut connaître. Et là, amplifié par le truc que quand tu es habitué à travailler sur du digital, que tu peux changer à volonté, là, ça va être du papier. Tu ne peux pas dire à l'éditeur, OK, on va changer là le chapitre 2, j'ai une nouvelle idée, on peut refaire l'ensemble des épreuves et réimprimer. Ils vont dire, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vois. Potentiellement, dans 5 ans, tu peux faire une version Tu peux faire la revue et V2, mise à jour. bien sûr. Mais ça, tu vois, à ce stade, tu vois, ça revient une fois que c'est fait, quoi. Voilà. C'est Et, ça. et donc ça ajoute une pression supplémentaire. Tu pourrais, si tu as des trucs à modifier, tu pourrais changer la couverture, mettre le nouveau nombre d'abonnés, tu pourrais mettre 500 000 tout de suite, au cas où, tu prends de l'avance. Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu as préféré dans l'écriture? Moi, en fait, l'écriture, c'est vraiment le truc qui m'a toujours fait kiffer, en fait. Quand j'étais petit, ce que je faisais, c'était que j'écrivais des romans sur mon ordinateur. Tu sais, j'avais eu Microsoft Word et j'écrivais des romans donc, dans le style de Harry Potter ou du Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Le problème que j'avais, c'était en fait, tout ce qui m'intéressait d'écrire, c'était des sagas d'Heroic Fantasy avec 50 tomes. Donc, j'avais du mal à terminer. Peut-être que la leçon que j'aurais pu avoir, c'est peut-être commence par des trucs un peu plus raisonnables. Mais c'était un peu mon rêve d'écrire. Évidemment, on me disait, écoute, écrire, c'est bien et tout, mais c'est pas vraiment un vrai travail. Donc, il faut que tu aies un vrai travail. Et puis, à côté, tu peux écrire pour ton passe-temps. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller écrire. Et ce qui est cool dans l'écriture, en fait, c'est de pouvoir t'immerger en fait, dans un univers et être à fond dedans et tu flottes dedans pendant plusieurs heures. Et au bout d'un moment, tu es fatigué. Et en fait, tu le sens. Moi, je le sens un peu comme si je sais pas, j'étais sur un bateau et tout d'un coup, tu flottes et tout d'un coup, ton bateau il arrive sur une plage et c'est genre et tu grattes un peu dans le sable et tu dis OK, bon là, je commence à sentir que j'arrive plus. Un moment où, tu vois, cognitivement, au bout de 2, 3, 4 heures d'écriture où tu fatigues. Mais du coup, ce sentiment, tu vois, de pouvoir flotter sur le truc, c'est intéressant. Et sur le livre, là où sur une vidéo, où tu écris une vidéo, où tu fais un projet plus court, OK, tu démarres, tu fais ton truc, OK, il faut le relire, OK, c'est fini. Hop, en autre, on démarre autre chose. Là, sur le livre, tu pouvais continuer pendant des mois et des mois sur quelque chose. Et j'avais un espèce, tu vois, de tableur où tous les jours, je notais combien de temps j'avais écrit, combien de mots j'avais écrit, mon nombre de mots par heure, etc. Et je voyais petit à petit le compte de mots qui augmentait de 1000 à 10 000, à 20 000, à 30 000, etc. Et d'être immergé dans ce projet jour après jour. C'était une époque, j'ai écrit mon livre à la bonne période où mon business était assez gros pour que ça ait beaucoup de valeur d'écrire un livre, mais où j'avais encore suffisamment peu de gens à gérer et peu de choses à gérer pour qu'en fait, que je puisse me permettre de passer des mois et des mois en fait, à faire que ça. Donc, du coup, j'ai pu être immergé dans une chose. Et moi, ce que j'aime, c'est être immergé dans une chose à la fois. Ce qui est d'ailleurs aujourd'hui ma plus grande frustration que je peux avoir de temps en temps, comme j'ai beaucoup plus de choses à gérer.
c'est compliqué pour moi de dire, OK, salut l'équipe, super travail, mais par contre, laissez-moi tranquille pendant 3 mois, je vais partir dans la montagne et faire une vidéo ou faire un livre, etc. Tu vois, c'est plus difficile parce que il y a plus de gens qui dépendent de moi. Mais cette possibilité de pouvoir s'immerger là-dedans et puis à la fin avoir un, un élément qui encapsule vraiment ta pensée où tu es fier de ce qu'il y a. Alors, le livre est pas. Tu ne peux pas mettre tout ce que tu connais dans le livre. Mais tout ce que tu as mis, c'était les éléments les plus importants. Ils sont tous parfaitement cohérents les uns aux autres. Et c'est un vrai élément que les gens peuvent apprécier pendant des années, tu vois, du début à la fin. Et tu t'es vraiment immergé dans ce projet, un petit peu comme si tu avais fait, je sais pas, un film, tu vois, où un réalisateur va passer vraiment très longtemps sur un film et s'immerger. Et à la fin, il a finalement pas beaucoup de temps. En fait, il a juste 1 heure et demie ou 2 heures de contenu qu'il a fait, mais qui est léché parfaitement du début à la fin, avec une vision qui va du début à la fin et qui a été exécutée par rapport à ce qui avait été mis au départ. Et ça, je trouve ça finalement assez kiffant dans le livre. Tu vois, c'est finalement la longueur du projet lui donne une autre dimension, en fait, lui donne une autre importance et te permet de t'immerger dedans encore plus. Quitte du coup à y passer plus de temps parce que finalement, tu avances moins vite en fait. Ah, bien Voilà. sûr, tu as plus de temps de réflexion, bien sûr. Ok, ça, c'est des parties vraiment chouettes. Tu as pu t'immerger dans le livre vraiment longtemps, mais qu'est-ce qui a été le plus douloureux pour toi dans l'écriture du livre? Je dirais que c'est vraiment cette sensation à un certain point d'avancer de plus en plus lentement en fait. Il y avait une période, tu vois, quand tu es environ 2 tiers du truc, où tu dois vraiment rentrer dans une mentalité d'artisan. Tu vas d'être là et tous les jours tu viens, et tu travailles et tu mets des briques sur ton mur, même si finalement tu n'en vois plus le bout et tu as l'impression de juste avancer dans un tunnel. Il y avait cette partie où à un moment donné, je me souviens voilà, être rentré presque dans une détermination stoïque à en voir le bout, tu vois. Où tu as en fait finalement cette envie irrépressible de dire mais si je mettais ça de côté pendant 3 semaines pour aller faire autre chose, tout en sachant que si tu le mets de côté pendant 3 semaines, tu vas avoir d'autant plus de mal à te remettre dedans parce que il y a une quantité de travail qui a déjà été fait que tu devras recharger et tu passeras des jours en fait à te remettre où que ce soit. Donc, je dirais pas que ça a été, tu vois, une torture particulière. Je dis, mais c'est vrai que ça a été, à un moment donné, il a vraiment fallu partir sur une certaine éthique de travail qui est on va y aller, on va continuer. Si j'avance de 1000 mots par jour, ça sera 1000 mots et c'est ça, et c'est déjà ça de prix. Si c'est 700 mots, bon, ça commence à faire un peu pitié, mais c'est déjà ça de fait, tu vois. Et d'avancer plus lentement. Une fois que je suis arrivé à la fin de la première version, ça a commencé à être beaucoup plus fun. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première relecture chapitre par chapitre. Ok. Je mettais ensuite ce chapitre dans un Google Doc que j'ai envoyé à mon équipe. À l'époque, j'avais 3 ou 4 personnes en leur disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des éléments qui font pas de sens pour vous, des références que vous n'avez pas, des trucs qui sont pas clairs, des trucs qui sont mal expliqués, des trucs qui sont bien ou moins bien, etc. Donc, j'avais déjà mes premiers lecteurs, tu vois, qui étaient assez, qui comprenaient bien, tu vois, mon écosystème, Ton etc., mais qui avaient des bons écosystème, ouais, bien retours. sûr. Et du coup, à partir de ce moment-là, je faisais plus des relectures. Si tu es totalement déconnecté en fait de tout l'extérieur, à un moment donné, tu fais des relectures sur tes relectures sur tes relectures, et en fait, tu sais plus si ce que tu avais fait, c'était bien ou pas bien. C'était une autre difficulté sur le livre par rapport à la plupart des autres éléments que je fais, c'est que, par exemple, une des manières préférées de faire un lancement de produit, c'est d'écrire un email par jour en direct, en flux tendu, et d'avoir les questions de la veille ou les retours de la veille que les gens ont répondu à mon email pour m'inspirer du suivant. Et c'est souvent là où je fais mon meilleur travail, tu vois, de pouvoir voir cet aller-retour. Sur les vidéos, c'est une période plus longue d'écriture, mais au moins, tu as des retours au fil du temps. Donc, à partir du moment où je suis arrivé sur ma première relecture, j'avais des retours au fil du temps de mon équipe. Après, je l'ai envoyé à l'éditeur, j'ai fait d'autres retours, tu vois, on a pu rentrer dans quelque chose qui avait un tempo qui était différent. Et donc, j'ai l'impression qu'on reprenait un petit peu de vitesse. Là où tu as toujours l'enthousiasme du début, et ensuite, tu as le ventre mou, tu vois, du milieu dans n'importe quel Toujours, ouais, la projet. vallée de Et la plus le mort, ouais, projet, bien ouais. sûr. Et plus le projet est long, plus le ventre long et le ventre mou est long. Parce qu'en fait, si tu fais un projet super long, ton enthousiasme initial, il ne va pas durer beaucoup plus longtemps, en fait. Donc, tu passes juste plus de temps sur l'entre-deux. C'est là où, probablement, tu vois, ça doit être vachement dur d'écrire. Tu vois des gens, tu vois, qui écrivent des biographies, je sais pas, de Winston Churchill, où ça leur prend 5 ans. Et à mon avis cette mentalité d'artisan de chaque jour, je vais faire mes briques. Et si j'ai écrit 300 mots, j'ai écrit 300 mots, mais au moins, c'est 300 mots que je n'avais pas hier. Elle commence vraiment à être indispensable, tu vois, à ce niveau
de projets en isolation. Ouais, je pense à ça, moi, pour les mecs qui lancent des fusées, tu vois, genre chez Tesla, chez SpaceX. Je me dis, oh là là, le temps qu'ils doivent prendre entre l'enthousiasme initial et le moment où Ouais. tu vois vraiment la fusée décoller. Il y a tout ce passage où il faut être vraiment, tu l'as dit, hein, vraiment stoïque, avoir une éthique. Tu as fait quoi? Tu es parti, tu as coupé le téléphone ou non, tu es resté dans ton environnement de travail normal? J'étais dans mon environnement. C'est aux alentours du moment où j'avais une bonne situation. Donc, à l'origine, je travaillais dans des coworking. Après, j'ai commencé à travailler chez moi. Au moment où j'ai commencé à faire des appels, des podcasts, des enregistrements vidéo, tu te rends compte en fait que le coworking, c'est pas fait pour un Si tu créateur peux de pas, contenu qui doit tu peux enregistrer. pas. Donc, au départ, j'avais un coworking dans mes premières vidéos où j'étais en fait dans une espèce de micro-salle, mais vraiment de 1,50 m de large et de 2 mètres de profondeur, tu vois, où j'étais là. Le problème, c'était que en fait, tu es dans une micro-salle au Vietnam avec le soleil en face de toi. Donc, il faut que tu mettes la clim. Mais la clim, elle est à 1,50 m de toi. Elle fait un bruit monstrueux. Là, j'ai une clim, mais ma clim, elle ne fait pas un bruit. La clim qu'ils avaient là-bas, c'était, je ne sais pas ce que c'était, mais ça faisait Un un bruit monstrueux. hélicoptère, ouais, bien sûr. Non, non. Donc, du coup j'ai j'ai enregistré un truc, c'est en plein soleil avec une espèce d'énorme fenêtre. Je crevais de chaud. Bref, tu vois, la vie en coworking, au moins, j'avais un endroit où enregistrer qui était insonorisé, etc. Mais c'était pas pour moi. Donc, je travaillais chez moi. Et après, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais besoin d'avoir une séparation entre mon environnement de travail et mon environnement de vie. Et au moment où j'ai commencé à enregistrer le livre, je me suis mis à louer un deuxième appartement dans lequel j'allais pour travailler. Ok, L'origine de cette idée, c'était que j'avais une équipe qui avait commencé à travailler avec moi à Bangkok. Donc, on avait loué un appart pour faire une espèce de bureau, en fait, mais c'était plus simple de trouver un appart par rapport à là où on était. Et donc, du coup, on était tous dans cet appart pour travailler en termes de bureau. Et à un moment donné, l'équipe, en fait, ils avaient envie de faire autre chose et partir voyager un peu. Donc, j'aurais fait, venir, moi, j'avais besoin de vous que pour la période initiale. On était tous rassemblés pendant 6 mois à Bangkok. 6 mois sont terminés, vous êtes libre de partir. Et donc, du coup, ils sont partis. Moi, j'ai gardé le bureau et c'est là où j'ai écrit la plupart de mon livre, en fait, dans un espèce d'appartement très spartiate, vide, avec juste une table et une fenêtre, quoi. Et une espèce de cuisine que personne n'utilisait. Et c'était pas mal. Et aujourd'hui, j'ai une plus grande maison. Tu vois, j'ai une pièce dédiée. Donc là, j'ai une pièce dédiée, mais ça reste la même idée, en fait. Depuis cette période, j'ai découvert que travailler sur ta table de cuisine, c'est pas forcément l'idéal non. euh, Hmm. pour le travail et aussi pour la relaxation parce que tu as un truc où tu te retournes et tu as toujours là, tu as ton écran qui est là avec ton micro qui est là et tu en fait, non, il fallait que je finisse telle ou telle chose. C'était plus difficile d'avoir la séparation. Voilà, donc c'était mon environnement. Donc c'était plutôt une bonne solution en fait, si tu pouvais te le permettre d'avoir un lieu qui était bien séparé. Et voilà, enfin, c'était idéal. Je prenais juste l'ascenseur en fait, tu vois, je descendais, je sais pas, 5 étages et j'avais mon bureau. C'était quand même bien séparé, en même temps super accessible. Canon, canon. C'est vrai que ça, tu sais, c'est souvent cette idée. C'était dans quoi? Dans Deep Work de Cal Newport, où il disait, lui, il parlait du grand gesture, tu vois, où tu loues une chambre d'hôtel de fou Ouais. parce qu'il faut mettre le point final à ton grand projet. Mais c'est vrai que le côté un peu spartiate de juste chaise, bureau, connexion, ça marche aussi très, très bien. Tu changerais quoi aujourd'hui si tu devais le réécrire? Là, maintenant que c'est fait, il est sorti déjà il y a deux Ouais. ans. Il a été en tête. Ouais. Alors là, moment d'auto-promo. Ouais, baston sur Amazon. Tu vois, on est un peu dans les mêmes catégories, toi et Ouais. moi. Donc, je le vois souvent. Il y a bagarre et je me dis, putain, 2 ans qu'il est en tête des ventes. C'est fou furieux. Est-ce que tu changerais quelque chose? C'est difficile à dire. En dehors de la couverture, on en a parlé. Oui, Je bien pense que sûr. la couverture, je la penserai différemment. Mais en dehors de ça, c'est difficile à dire pour la simple et bonne raison qu'en fait, je ne l'ai pas relu récemment. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire. Le souvenir que j'en ai du coup du livre, c'est que vraiment tout se goupille bien. J'en suis vraiment content parce que c'est le souvenir en fait, que j'avais à la fin quand j'ai terminé d'écrire. J'en étais content en fait. Et puis les gens le kiffaient bien. Et moi, quand je me suis mis à le relire, notamment pour mon livre audio, je trouvais il y avait un bon flow. Il Donc est du coup, je fluide. sais pas Ouais, aujourd'hui. complètement. Je sais pas Complètement. aujourd'hui ce que je changerais, c'est vraiment parce que je ne l'ai pas regardé avec du recul. Je pense en fait fondamentalement que j'y changerais rien, mais que potentiellement il y aurait de l'intérêt à avoir une suite ou une V2 ou un élément qui approfondit certains éléments. Euh, un, un des éléments, par exemple, dans mon livre, c'est que c'est un livre qui a vocation à te montrer l'ensemble du process, en fait. Ce qui veut dire qu'il y a des éléments qui m'intéressent particulièrement, dans lesquels je ne rentre pas en plus en détail que ça, notamment les éléments de psychologie. Tu vois, je pense que moi, ça m'intéresserait d'écrire un livre entier
sur certaines particularités de la psychologie Ouais, humaine bien ou les sûr. systèmes de statut, de signalement que j'évoque dans le livre, mais je dois avoir un chapitre ou deux chapitres qui sont consacrés à cette idée-là. Donc, tu vois, il y a peut-être des choses que je voudrais étendre, mais en un sens, je vois le livre comme étant une partie de l'écosystème qui est étendue par toutes les vidéos, et toutes les vidéos servent à approfondir ces différents concepts, etc. Donc, le livre, sur le rôle qu'il doit jouer, c'est-à-dire être une espèce de carte de visite, un point d'entrée dans mon Ouais, de porte écosystème, d'entrée, bien sûr. voilà, qui a ce côté respectable d'être publié par un éditeur traditionnel, d'être un livre papier que les gens peuvent avoir comme un objet, etc. Je pense qu'il fait bien son job. Donc, je ne sais pas aujourd'hui euh, ce que j'y changerais, même si probablement aujourd'hui, je l'écrirais différemment, simplement, tu vois, avec le recul. Voilà, à voir. Probablement un jour, tu vois, il y aura l'occasion d'écrire un autre livre. Et ce que je ferais dans un autre livre, c'est probablement me concentrer sur un problème plus spécifique finalement, puisque j'aurais l'impression d'avoir fait le traitement, tu vois, large aussi bien que j'étais capable de le faire. Ouais, ouais, ouais. Là, tu as fait le bouquin large. Le prochain serait plutôt un ID book. Vraiment, genre, tu sais, Alors, à la Ryan Holiday, quoi. ouais, Genre, la clé, ouais, c'est le courage. Non, le exactement. calme et la Ouais. clé. Ego is the enemy, tout ça. Tu vois, c'est toujours les mêmes titres. C'est à chaque fois Ouais, ID book. OK. ouais. Mais là où j'ai beaucoup d'admiration pour Tim Ferriss, c'est que sa suite, c'était un truc que personne n'aurait pu imaginer. La suite de La semaine de 4 heures, c'est Fools of un livre Titans. sur non, c'est pas du tout ça. Même pas. C'est for body. C'est sur perdre du Oui, oui, poids, oui, gagner du oui, complètement, muscle, etc. complètement. Il part sur un truc où il se dit, OK, je vais faire un livre sur le biohacking, sur la santé, etc. Ce qui est très audacieux en termes simplement en termes Le virage. d'édition, quoi, Ouais, ouais, ouais. de se dire, bah, je vais, mais en même temps, tu vois, c'est ce qui a permis à Tim Ferriss de construire ce qu'il a fait aujourd'hui et de ne pas être juste le mec de l'optimisation de son temps. Tu vois, il aurait pu facilement se bloquer dans un truc parce que c'était safe. Là où, par exemple, Ryan Holiday a à fond été dans je suis le mec du stoïcisme et je vais te donner que du stoïcisme à toutes les sauces parce que une fois tu as aimé Obstacle is the way, tu vois, et où il a été à fond là-dedans, ce qui est le point rationnel à avoir en termes d'édition. Tim Ferriss a choisi de ne pas le faire et ça, je trouve ça un élément assez intéressant. Donc, si moi je devais faire ça, probablement je ferais un livre, tu vois, probablement, je ferai un livre sur la méditation, un truc comme ça. Vraiment un truc qui est inattendu, mais qui, en un sens, si tu y réfléchis de manière un peu bizarre, est presque cohérent, mais en fait, C'est pas ça. trop, tu Non, vois. mais ça se tient. Tu trouveras comment Tu vois. raccorder le truc. Ouais, ouais, ouais. Ou un bouquin sur. Enfin, ouais. Moi, il y a des jours où je réfléchis la paternité. Tu vois, un Ouais, bouquin sur ouais, la paternité, parce que tu as envie d'apprendre tellement de choses à tes gamins et tu te dis, mais attends, si ouais, moi j'ai envie de leur transmettre tout ça, peut-être, vu que je sais un peu écrire, on peut peut-être écrire sur le sujet, tu vois. Merci ouais. Stan pour vraiment pour le bouquin. Donc là, vraiment, je vous le dis, lisez-le parce qu'il est très, très, très bien fait. Vous savez à quel point je kiffe les structures. Il est ultra carré et puis surtout, je l'ai éclaté en 2 jours. Genre, vraiment, c'est-à-dire qu'une soirée, je le commence et le lendemain, je l'ai terminé. Il se lit très, très bien. Peu de, peu de surlignage cette fois-ci parce que bon, ça parle beaucoup de copywriting et ça nous amène à notre deuxième partie de l'interview. Mais attends, il y a des formules de fou. Celle que j'ai kiffée, c'était quand tu dis, évidemment, je ne l'ai pas surligné. Si cet ancien dicton marketing résume bien l'idée, il est plus facile de vendre de l'aspirine que des vitamines. Tu vois, et ça, c'est ça qu'on kiffe, c'est ces petits points comme ça où tu as l'écriture, tu vois, où ça va au-delà du concept, où tu donnes une bonne idée, oui, mais elle est bien marketée, elle est mémorable. Donc, lisez-le vraiment. Votre empire dans un sac à dos, lisez-le. À la base, avant d'être auteur et marketeur, il a commencé comme copywriter. Et là, on va poser des questions de la communauté Les mots magiques. Tes livres préférés en copywriting? Si tu en as un, si tu en as deux, si tu en as trois à Ouais. recommander, tu dirais quoi? Donc moi, j'ai commencé vraiment avec les classiques. Bien sûr. Et j'ai toujours trouvé il y avait un truc. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc ultra, j'ai envie de dire romanesque, tu vois, dans le copywriting à l'ancienne par la lettre postale. Bien sûr. Le mec qui est là, qui paye son timbre, qui écrit sa lettre et il l'envoie à des gens. Tu vois, il a pas 5 emails de relance, il n'a pas de retargeting. C'est une lettre dans la poste et les gens sont tellement convaincus qu'ils vont écrire un chèque et lui renvoyer par la poste. Enfin, voilà. Ça, j'ai toujours trouvé ça. Donc moi, j'ai notamment été beaucoup, beaucoup influencé par Gary Albert dans les Boron Letters, qui est le livre qui est écrit par Gary Albert en prison, Je pense adressé à son fils. en zoomant un peu là-haut, on doit le voir. Ah, il est caché derrière Ogilvy, tu vois en blanc? Il est caché Ouais. juste derrière la couverture noire. Oui, bien sûr. Euh, Lisez les Boron Letters, évidemment.
Donc les Boron Letters. J'aime beaucoup aussi John Carlton, un compagnon de route de Gary Albert, qui a un livre qui, pour le coup, a pas le meilleur titre au monde. C'est genre Marketing Secret of Il y a un livre de John Carlton, mais les gens pourront le retrouver sur Amazon, mais qui est un bon livre et que j'avais trouvé cool, qui n'a pas forcément le meilleur titre. Un livre qui n'est pas un livre purement parlé de copywriting, mais qui est une énorme influence. C'est Influence et manipulation Bien de sûr. Cialdini, Cialdini, toujours, qui est bien aussi, sûr. ouais, qui est aussi un classique. Mais ça, je trouve que c'est vraiment les espèces de briques de Lego, quoi, les blocs fondamentaux dont tu as besoin pour construire le reste et dans lequel tout le reste fonctionne. Et ce que j'ai toujours trouvé intéressant en lisant Cialdini à notre époque, c'est qu'en fait, tu dois faire un peu de travail intellectuel pour connecter ce qu'il te raconte à ce que toi tu fais, puisqu'il te parle C'est ça, c'est pas immédiat. Il parle des vendeurs de voitures. il parle des vendeurs de voitures et toi, il faut que tu réfléchisses comment ça se connecte à des webinaires ou à des témoignages, etc., que tu pourrais faire en vidéo. Mais tu te rends compte que tout ça, et que toutes les techniques marketing dont tu entends parler peuvent être classifiées dans ce que te donnait Cialdini à l'époque. Une autre influence, c'était tout ce que fait Dan Kennedy. Et ce que j'aimais bien chez Dan Kennedy, c'est il avait des séminaires et tu trouvais sur un séminaire de 18 heures où le mec, il était là, il partait en impro total, il te racontait ses histoires, etc. Et je sais pas, je trouvais Dan Kennedy assez fascinant comme individu et comme personnage, les histoires qu'il te racontait. Moi, il y avait une histoire de Dan Kennedy, juste pour donner un peu aux gens une idée, tu vois, une histoire qui m'a marqué pendant des années. Hein. Je me souviens encore de où j'étais quand je l'ai entendu. Il te raconte l'histoire d'un gars qui te vend des conseils pour gagner aux courses, quoi. Enfin, comment miser sur le bon cheval ou un truc comme ça. Et donc, ce qu'il fait, c'est que, mettons qu'il y a 5 chevals dans une course. Donc, Non, il t'envoie un pousse truc. 5 chevaux. Là, je suis obligé de 5 revenir chevaux. dessus. Excuse-moi, excuse-moi. Excuse-moi, 5 chevaux, t'as raison. Excusez-moi à tous pour mes fautes horribles de français. Je ne vis pas en France. Donc, mettons qu'il y a 5 chevaux dans une course. Et il t'envoie une lettre et il te dit, voilà, le cheval qui va gagner lundi prochain, c'est ça. Bah, tu crois pas parce que c'est un mec qui t'envoie une lettre, tu le connais pas et tout. Donc tu mises pas et boum, le cheval gagne. Semaine suivante, il dit, OK, le cheval qui va gagner lundi prochain, c'est ça. Tu crois pas, pim, le cheval gagne. Il dit, OK, le cheval qui va gagner lundi prochain, c'est ça. Tu dis, ah ouais, peut-être, tu mets un petit ticket, boum, le cheval gagne. Waouh, tu as gagné de l'argent. Semaine suivante, il dit, bon, bah, tu veux la suite, achète mon club privé à 3000 $ par an. Tu fais vite le calcul. Le mec, il a raison à chaque fois. Je vais faire x10 sur tous mes investissements, je vais prendre le truc à 3000 $. Donc, tu prends le truc. Comment est-ce qu'il fait? En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une liste de personnes, il les divise en 5 et à chaque segment de la population, il envoie le premier cheval. Tous ceux à qui il a envoyé le cheval perdant, il les met à la poubelle. Il prend ceux qui ont eu le cheval gagnant, il leur envoie, boum, pareil, 5 segments et il fait ça. Donc, il a diminué sa liste initiale, mais maintenant, il a une liste de personnes à qui il a eu raison 3 fois d'affilée. Il a été prophétique. Et en gros, c'est ça. Et c'est ce genre c'est ce genre d'histoire que Dan Kennedy te raconte sur des mecs qui font des combines improbables. Et encore une fois, tout ça est dans un contexte de les années 80, tu vois, un peu le Far West, du direct marketing, des gars qui font des choses. Et moi, ça m'a toujours, je sais pas, j'ai toujours trouvé un côté vraiment très romanesque dans ces personnages-là. Et ça m'a vraiment beaucoup influencé. Si je donnais un seul livre récent, j'ai lu le bouquin récemment de Alex Hormozy, qui est aussi un titre un peu bourrin, ça s'appelle $100 million Offers. Et, en fait, c'est vraiment solide, quoi. Il réfléchit beaucoup, et c'est assez spécifique, il réfléchit vraiment en termes de comment tu structures une offre pour essentiellement répondre à toutes les objections en amont et comment tu la packages de manière unique. Mais il a plein d'exemples différents. Il a un parcours dans l'univers du fitness et de promouvoir des salles de sport du coup, ce n'est pas un milieu que je connaissais. Donc, à travers ces exemples, je découvre un nouveau milieu. Et ça, je trouvais ça un livre assez cool. Donc, voilà, ça t'en fait 3 Je sais livres, plus, 4, 5. Ouais, je sais plus plus. des séminaires de Dan Kennedy que personne ne pourra trouver. Mais voilà, c'est ça. Je crois qu'ils sont en train de les repromouvoir. Canon, canon, canon. Qu'est-ce que j'ai comme question? Tes livres préférés, tu as répondu. Un conseil pour les débutants. Tu aurais quelque chose? Le truc, ton conseil aux débutants. Quelqu'un qui démarre, il n'a pas forcément envie de se lancer comme nous dans la séduction, il n'a pas forcément envie de faire de l'infoprenariat. Qu'est-ce qu'il doit faire un bon copywriter pour démarrer? Il veut faire du freelance.
Moi, il y a beaucoup de conseils, effectivement, être bon en copywriting. Après, il va falloir démarcher, etc. Euh, je pense qu'à travers toutes les personnes que moi, je vois, le conseil le plus classique que les gens ont le plus de mal à suivre, c'est de se spécialiser, en fait. Les gens sont terrifiés de se couper des opportunités de clients. Alors qu'en fait, si tu regardes, ça n'a aucun sens. Je veux dire, t'es copywriter, tu vas avoir au plus X clients par mois. Peut-être tu vas avoir un gros client ou tu vas avoir trois un peu plus petits clients, mais de toute manière, tu ne peux pas servir l'ensemble du marché. Donc, ça n'a aucun sens de te couper, de croire que tu vas te couper d'opportunités. Donc, moi, ce que je ferais, c'est vraiment se dire, OK, est-ce qu'il y a un domaine qui m'intéresse, dont je peux comprendre les codes, les ficelles, me faire une réputation. Parce que ce n'est pas si difficile dans un petit milieu de te faire une réputation. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine de la séduction, j'ai pu rencontrer des gens, etc., parce que j'étais dans le domaine de la séduction. Ce n'est pas un énorme milieu. Donc, si demain, tu dis, OK, moi, je veux parler à tous les startups qui font, je sais pas, des produits financiers, tu vois, qui font des robots advisors, des machins, et tu veux faire un peu copywriter dans ce domaine-là, et ben, tout d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu apprends déjà la régulation autour de ce domaine, et donc, du coup, tu as un avantage qu'un copywriter random ne peut pas avoir, parce que tu sais déjà un petit peu toute la régulation qui est autour de ce que tu peux dire et ce que tu ne peux pas dire. Tu te fais les contacts, tu as des références, tu peux débarquer chez un client, et tu dis, ah bah tiens, voilà, votre concurrent A, il fait ça, votre concurrent B, il fait ça. Aux US, j'ai vu un gars qui fait ça, c'est vachement intéressant en termes de fenêtre. D'un coup, tu as des références. Et encore une fois, en quelques semaines de travail et de recherche, tu peux arriver à un niveau de compétence et de connaissance sur un marché qui va impressionner un client parce que la majorité des clients ne vont pas faire ce niveau de recherche vis-à-vis des concurrents, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire uniquement si tu te spécialises sur un certain marché. Mais tu peux le faire et tout d'un coup, c'est un avantage en termes de réseau, c'est un avantage en termes de tes compétences et de la valeur que tu ajoutes, et c'est un avantage en termes de vente puisque tu peux apparaître très articulé. À mon sens, les clients survalorisent l'expertise du marché. Les gens se disent, tout le monde pense un peu que son marché, il est un peu unique et personne d'autre ne nous comprend, etc. Donc, c'est un peu le syndrome du flocon de neige. Et ça, tu peux l'utiliser à ton avantage en disant, voilà, vous n'allez pas recruter une personne qui ne comprend pas votre domaine. Moi, je comprends votre domaine, je parle votre langage, je connais vos références, etc. Quelque chose qui pourrait être appris par un copywriter, mais ça lui prendra plusieurs semaines après la signature du contrat. Toi, dans le premier entretien de vente, tu peux comprendre ce langage, ces références, etc. Et moi, j'ai des clients qui ont fait exactement ça et qui se sont spécialisés dans une niche, une sous-niche, en gros, du développement durable, et qui d'un coup ont cartonné en quelques mois. Un gars qui a fait ça, mais pour les projets crypto NFT, il a cartonné en quelques mois. Pourquoi? Il y a de la demande. Et en plus, il comprend le langage, il y a beaucoup de contexte à avoir. Je trouve que les gens sous-estiment trop ce conseil, alors que c'est probablement le plus important. C'est très compliqué, en fait, de te recommander si je ne sais pas ce que tu fais. Ah, bien sûr. Si je me dis, OK, ce mec-là, c'est un malade mental, Selim, et il fait du copywriting, il est obsédé par les suppléments alimentaires. Demain, quand j'ai une personne qui fait des suppléments alimentaires, je me dis, ah tiens, t'as entendu parler de ce mec, Selim, et il est obsédé par le copywriting des suppléments alimentaires. Le mec, il a un swipe file avec 240 suppléments, et dès qu'il y a une pub qui tourne quelque part, il l'apprend. C'est ça, il l'apprend, il sait déjà quoi faire, il peut répondre à tout le marché. J'ai une case dans ma tête, c'est Selim égale ça. Si dans ma tête, c'est Selim égale un mec qui fait du copywriting, je ne sais pas trop à qui te recommander, je ne sais pas exactement quoi faire de toi. C'est encore pire si c'est Selim, c'est juste, ouais, c'est un mec qui fait du marketing, il fait un peu du SEO, il fait un peu du copywriting. Déjà, il y a des gens qui font vraiment absolument tout. Il fait de la pub Facebook, du Google AdWords, du copywriting, du SEO, de la vidéo. Et là, du coup, cette personne, tu ne sais pas du tout où la mettre. Et donc, du coup, tu ne sais pas la recommander et tu ne sais pas quoi en faire. Moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment l'idée de me dire, comment est-ce que je deviens monomaniaque sur un petit truc comme le copywriting dans la séduction. Pendant un moment, je parlais beaucoup de faire de la pub Facebook, et dans la pub Facebook, je parlais que de faire du retargeting. J'étais un peu le mec qui parlait que de retargeting dans la pub Facebook. Donc, au fil du temps, j'ai évolué. Le fait d'être ultra spécifique au départ t'empêche pas plus tard d'être beaucoup plus large. Mais tu ne peux pas regarder Marketing Mania aujourd'hui et te dire, OK, il est très large, donc moi aussi, je peux être aussi large. Ça m'a pris du temps d'être aussi large et de pouvoir toucher d'autres éléments. Regarde vraiment le tout premier morceau de mon site, et c'est vraiment je te parlais de faire du retargeting en pub Facebook et de l'optimisation des conversions, et en gros de faire du retargeting sur une page de capture et d'optimiser ça et de faire de l'A/B testing, etc. C'était assez spécifique en fait, ce que je proposais à l'époque. Et c'est pour ça que le site s'appelait Marketing Mania en fait. Le côté mania, c'était l'idée de dire qu'il est monomaniaque. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Marketing monomania, faudrait le tenter. Il faudrait lancer des sous-chaînes, des playlists. Des sous-chaînes. Voilà, donc c'est mon conseil, et je pense que les gens évidemment l'ont déjà entendu.
Et malgré ça, ils ont toujours du mal à le faire, en fait. Ils ont peur de choisir la mauvaise spécialisation. Réponse, tu peux toujours la changer plus tard. Et ils ont peur de se limiter. Réponse, ça n'a pas d'importance pour le moment, puisque de toute manière, tu peux traiter qu'un certain nombre de clients et tu ne vas pas saturer ta niche. Et regarde-moi, dans le futur, tu peux très facilement élargir ton champ d'action. Voilà. Tu peux ouvrir. La manière, la punchline, si tu veux, c'est il faut être pointu pour percer. Une fois que tu as percé, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, Bien sûr, ne commençons pas en ayant des exigences de pouvoir faire absolument tout au-delà de nos moyens. Tu vois. Pour moi, l'image, c'est vrai que j'utilise souvent le slip français. Ils sont lancés, le slip, on fait du slip, on fait que du slip pour hommes, et puis après, tu t'ouvres au t-shirt pour hommes, et puis au bout de 8 ans, tu fais une gamme pour femmes, quoi. Mais tu n'es pas tout de suite une marque de vêtements. Non, d'abord, tu fais des slips pour hommes. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Il me reste 2 questions pour toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé, là, avec toute la connaissance que tu as, quel produit est-ce que tu aurais aimé créer? Que ce soit infoproduit ou vrai produit, un truc où tu te dis, mais quelle idée de génie! Où tu te dis, j'aurais kiffé inventer ça. C'est une excellente question. Je pense que je dirais un truc comme Headspace. Ouais. Les applications de méditation guidée. Parce qu'en fait, la méditation, il y avait un gars, je lisais un mec sur le bouddhisme qui avait une expression marrante, c'était la méditation, c'est la killer app du bouddhisme, en fait. Ils avaient ce truc qui marche extrêmement bien, qui est super efficace, mais en fait, personne n'avait trop entendu parler, ou c'était un truc bizarre où ils pensaient qu'il fallait avoir de l'encens, etc. Donc, il y a eu 2 insights. Le premier insight, c'était de dire, OK, mais nous, c'est la méditation, mais sans avoir besoin d'une statue de Bouddha et de te prosterner devant un moine, etc. Donc, retirer ce côté, retirer l'objection principale que les gens pouvaient avoir à la méditation. Et le deuxième point, c'était de se dire, on va faire un système sur abonnement, voilà, le modèle Headspace avec une méditation, etc. Et ça, je trouvais que c'était un excellent truc parce que la méditation, ça fonctionne vraiment, tu vois, ça donne vraiment des résultats. Donc, c'est un très, très bon produit auquel les gens avaient du mal à accéder pour des raisons qui, rétrospectivement, sont un peu bêtes. En fait, tu vois, c'était juste un problème de branding, quoi. Parce que méditation, c'était soit un truc religieux, soit les hippies des années 70, tu vas avoir une barbe et une robe et des fleurs dans les cheveux et prendre du LSD, tu vois. Donc, pour la plupart des gens, il y avait un problème. Et donc, du coup, toute cette vague, tu vois, il y a aussi la vague des personnes en France, tu vois, qui écrivent des livres. Comment il s'appelle Mathieu Richard ou quelque chose comme ça. Mathieu Ricard, exact, je crois. Ricard, ouais. Donc cette vague-là, mais vraiment l'idée de pouvoir en faire une application sur abonnement. Donc, en France, il y a une app qui s'appelle Petit Bambou. Je ne connais pas exactement la performance, mais le Headspace, moi, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et bien sûr, ce modèle par abonnement est très attractif. Et ensuite, tu te dis, bon, une fois qu'ils ont fait ça, tu vois, maintenant, ils ont leur show avec Netflix. Tu vois, il y a plein d'expansions différentes que tu peux avoir derrière. Et je pense que dans l'idée de pouvoir explorer différentes méthodes qui peuvent aider les gens à se sentir mieux dans leur vie, etc., du coup, ils sont super bien positionnés. Une fois que tu as, que tu as ça. Parce que, tu vois, par exemple, beaucoup de gens veulent faire le Netflix pour XY. Le Netflix pour le business. Le problème numéro 1 de faire le Netflix du dev perso, c'est que les gens vont s'inscrire, ils vont regarder ce que tu as proposé et ils vont partir. Parce que c'est impossible de produire la quantité de contenu qui est nécessaire pour que les gens continuent à payer leur abonnement. Netflix arrive à le faire à une échelle absurde. Et encore, Netflix perd des abonnés en ce moment. Donc, c'est extrêmement, extrêmement difficile. L'intérêt de Headspace, c'est que finalement, les méditations, tu peux les réécouter, que ça fait partie de ta vie, que ça devient une routine, tu vois, et ça devient quelque chose qui va s'inclure dans ta vie. Donc, probablement, sur ces modèles de contenu par abonnement, moi, les modèles de contenu par abonnement, je les trouve très difficiles à faire fonctionner. C'est un des rares qui a du sens, parce que ça fonctionne bien, ça apporte vraiment de la valeur aux gens, et parce qu'il y a ce côté où le contenu se renouvelle et tu peux le consommer de nouveau, etc. Donc ça je trouve ça, c'est un truc que je trouve assez impressionnant. Et tu aurais été pas mal, tu aurais pu être le handy français. J'ai eu la chance de le rencontrer, tu vois. Vraiment, mec, très cool. La voix sur l'appli d'origine, sur l'appli américaine, anglaise. La version française m'a fait arrêter. Tu vois, je n'ai pas pu. Donc, j'utilisais Headspace à l'époque à New York en 2016. Et ils sont venus en France en 2018, je crois, pour la VF. Impossible de re-switch back vers la version, vers la voix d'Andy. Du coup, j'ai arrêté. Après, peut-être que techniquement, j'étais pas bon, tu vois, mais ça m'a saoulé, un truc de fou. C'est hyper cohérent, tu vois. Tout à l'heure, tu disais peut-être mon prochain bouquin sera sur la méditation. Là, tu parles d'Headspace. Commence à réfléchir à tout ça. Ça s'aligne. Dernière question pour toi. Ta headline préférée, ton titre préféré, ton mail qui a tout cartonné,
ton titre de vidéo YouTube ou le titre de bouquin qui t'a vraiment retourné, où tu t'es dit, ah, mais évidemment, parfait, vraiment titre qui tue, je prends, je garde. Donc pas le titre que moi j'ai écrit, un titre que j'ai Ah, vu. comme tu veux, si, un des tiens, ça peut être soit un des tiens, soit un autre, avec grand plaisir. Je prends les deux. Donc un titre de bouquin que je considère être un des meilleurs de tous les temps, L'art subtil de s'en foutre, Ouais, le Mark Manson, bien sûr. de Mark Manson. Incroyable. Donc Subtle Art of Not Giving a Fuck, qui en plus est très bien traduit en français, ce qui est assez rare. Ouais, ouais, Euh, ouais. Puis surtout, voilà. voilà. Bon. Mais là, voilà, on a un titre incroyable, quoi. Enfin, l'adjectif ici, subtle, le truc qui fait pour le contraste avec le fuck, l'art de n'en avoir rien à foutre. Tu vois, enfin, tous ces éléments sont vraiment créés un élément vraiment intrigant. Euh, il a lancé une trend, une tendance d'auteurs qui veulent mettre le mot fuck dans le titre de leur Exactement. bouquin pour l'émuler, etc. Euh, ça, je trouve ça assez incroyable. Ah, donc ça, ce serait pour un titre de livre. Pour les titres de vidéos, j'en aurais beaucoup, mais en un sens, les titres de vidéos, j'en ai presque trop pour vraiment pouvoir choisir. Parce que pour moi, les titres YouTube, c'est un peu le laboratoire ultime des headlines incroyables, quoi. On peut regarder juste, ce que je peux faire, c'est je vais ouvrir. Vas-y, ouvre Marketing euh, Mania, va jeter un œil sur Ah non, parce que ouais, les miens, je les connais. À mon avis, sur sur la Marketing page Mania, d'accueil. Ouais, si on devait faire le meilleur sur Marketing Mania, c'est comment PNL est devenu un produit de luxe. génial. Euh, Ça a vraiment fait bugger les gens. Moi, en plus, j'étais vraiment en bug là-dessus parce qu'en fait, moi, je connaissais pas bien le milieu Ouais, du rap. C'est juste que les gens faisaient que demander fais une vidéo sur PNL, ils explosent tout, fais une vidéo sur PNL. Je fais ok, PNL, c'est quoi? Ok, c'est un groupe de rap. Ils ont fait un clip sur la Tour Eiffel. Je partais de zéro. Et en fait, j'ai trouvé ce contre-pied total de PNL, ce groupe de rap, sont en fait une marque de luxe. Et je pouvais dans la vidéo t'expliquer en quoi en fait les stratégies de marketing de scarcity, donc bien de sûr, la limiter rareté. Ouais. les informations, la rareté, le secret, etc., sont en fait voilà, des méthodes de marque de luxe. Donc sur YouTube, je vais donner, tu vois, il y a différentes chaînes qui font des excellents titres, mais il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Super Eye Patch Wolf, qui fait des vidéos un peu sur des trucs de manga et tout, et des vidéos auxquelles tu ne penserais pas cliquer dessus, mais en fait, le titre est tellement bien pensé que tu as envie de cliquer dessus. Donc, il a un titre, c'est genre le manga qui t'apprend à devenir meilleur à la bagarre. Très Euh, bien. Être il en a meilleur. un, il y en a un, et c'est le combinaison entre la miniature et le titre. Ce que Internet a fait à Garfield, et sur la miniature, tu as Garfield qui se transforme en espèce de monstre, et tu es en mode, je ne savais pas que Internet avait martyrisé Garfield et l'avait transformé en monstre, mais apparemment, oui. À un moment donné, il avait une vidéo sur. Il achète un ordinateur chez Dell, et il est genre, acheter un ordinateur chez Dell a ruiné ma vie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? Et en fait, il te fait toute une vidéo, un espèce de vlog où il a des problèmes de support client, mais c'est filmé en mode vraiment ultra dramatique, etc. Ce que je trouve intéressant sur YouTube, c'est comment est-ce que. Parce que faire cliquer les gens sur un truc qui est super intéressant, c'est facile. Tu vois. Ce que je trouve fou, c'est les gens qui arrivent à te faire cliquer et à te faire rester pendant une demi-heure parce que leur accroche est tellement forte que tu as envie de savoir ce qui va se passer. Tu as envie de savoir ce qui se passe avec Garfield, même si en fait Garfield, tu n'en as rien à faire. Tu as envie de savoir quel est ce manga qui rend les gens plus forts à la bagarre, etc. Et ce mec-là s'appelle Super Eye Patch Wolf. Ok. Il y en a pas mal qui font tu vois, ce type de choses, mais moi je trouve ça assez intéressant. Il y en a un autre qui fait, ses titres ne sont pas aussi fous, mais ses scripts sont incroyables. H. Bomber Guy. Et il te parle genre d'un jeu vidéo dont personne n'a jamais entendu parler. Sa vidéo fait 3 heures et elle fait 7 millions de vues, juste Wow. parce que dès les premières secondes, il t'engage en te disant ce jeu est absolument injouable. Les gens qui ont joué disent que c'est l'enfer et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et pourtant, c'est le meilleur jeu de tous les temps et je vais t'expliquer pourquoi. Et ce genre de capacité à pouvoir créer des enjeux là où tu ne pensais pas les avoir. Stan Leloup, merci. Merci beaucoup pour tous tes conseils. Merci beaucoup pour toutes tes réponses. Je pense que c'est une des interviews les plus longues à ce jour qu'on doit avoir sur la chaîne. Est-ce que tu aurais, pour reboucler, avant de dire aux gens de te retrouver sur Marketing Mania, de te retrouver donc sur YouTube, sur le blog, sur le podcast, on te retrouve où quand on a envie de te chercher? T'es partout. Donc, je suis avant tout sur Marketing Mania, la chaîne YouTube. C'est là où la plupart des gens me suivent. Le site s'appelle marketingmania.fr.
J'ai également un logiciel qui est une plateforme pour héberger les formations en ligne qui s'appelle schoolmaker.com. Ça peut intéresser les gens de regarder un petit peu ce que je fais, les différents business qui sont annexes à Marketing Mania. Mais grosso modo, c'est ces deux endroits où tu peux me trouver. D'accord, ok. Et pour les gens qui auraient envie de te contacter, dans les commentaires, YouTube ou directement sur le blog Marketing Mania? Si les gens veulent nous contacter, il y a une adresse de contact qui se trouve sur le site. Il y a une page contact que tu peux trouver. Tu envoies un email. Ça arrive pas directement chez moi, mais ça arrive sur une personne voilà, qui sait comment me contacter ou qui peut répondre à pas mal de questions de base, quoi. Mais c'est la meilleure manière. Il y a une page contact sur notre marketingmania.fr/contact, très simple. Canon, canon, canon. Pour refermer cette interview, ton conseil, ton truc, le petit tips, dis-toi, on veut retenir une phrase de toi, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu dirais? Je dirais aux gens qu'il y a une échelle en fait de valeurs que tu peux escalader. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est normal de commencer en étant freelance, en vendant ton temps. Ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir faire que ça. Tu commences en faisant quelque chose, tu fais un truc un peu plus gros et un truc un peu plus gros et un truc un peu plus gros. Moi, j'ai commencé tout petit. J'ai commencé en faisant un petit blog sur la séduction et après en faisant un petit service de marketing où j'aidais les gens. Petit à petit, j'ai trouvé ce qui marchait le mieux dans ce que je faisais. Je l'ai sorti, j'ai essayé de le rendre de plus en plus gros et de voir les portes que ce que je faisais m'ouvrait pour faire des éléments qui vont être de plus en plus gros. Et si tu continues ce processus aux alentours de 10 ans, eh ben, tu arrives à peu près là où je suis, en partant de là où j'ai commencé. Et parfois, les gens sont un peu impatients en disant, OK, je vois cette personne, je vais faire la même chose que cette personne, sauf que cette personne, elle a commencé il y a 15 ans. Et donc, commence par regarder où cette personne a commencé et émule ce qu'elle faisait à ses départs, plutôt qu'émuler ce que cette personne fait maintenant qu'elle a déjà réussi. Canon, je crois qu'il n'y a pas mieux, vraiment, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. Qu'est-ce que tu vas regarder Jeff Bezos ou Elon Musk aujourd'hui? Non, il faut voir là où ils ont commencé, même si on n'a pas tous les mêmes cartes en main, c'est toujours possible, donc gardez la foi. Dieu m'a donné la foi, Ophélie Winter. Pour terminer, j'avais que ça comme référence, c'est pitoyable. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo de conseils en copywriting, d'interview des meilleurs copywriters du marché. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Mots Magiques. Vous n'oubliez surtout pas de lire Votre Empire dans un sac à dos. C'est vraiment la porte d'entrée dans le monde de Stan Leloup. C'est canon, vraiment, je recommande chaudement. On se retrouve donc dès la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas de télécharger votre e-book Copywriting Cash, les secrets des meilleurs rédacteurs pro pour faire vos premiers euros. Je vous dis à très vite et d'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.